Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci. Écoute, semaine assez chargée pour moi, j'ai eu le temps quand même un petit peu de jouer. Donc toujours Xenoblade Chronicle 2, qui est quand même plus dense, avec des chapitres plus longs et tout, donc j'ai le sentiment d'avancer moins vite, mais j'avance. Et faut que je vais pas vous dire le jeu, toi Kira, tu vas deviner, mais pour la première fois de ma vie, j'ai abandonné un jeu que je m'étais engagé à finir, je l'ai abandonné. Ah oui. Donc peut-être que j'en parlerai, quand je te le dirai après en off, et ça va tout de suite te parler. Et sinon, j'ai commencé un nouveau jeu, c'est Hollow Knight, donc c'est pas un nouveau jeu, mais c'est un jeu que j'avais pas encore fait. Que j'avais fait moi sur Series Qui était sur ma to-do de jeu à faire absolument, parce que je suis un grand fan de Metroidvania, et voilà, ça faisait longtemps que je l'avais dans le viseur. Et aussi j'ai platiné Opération Tango, donc un jeu que je ferai dans 4 émissions ou 3 émissions en chronique. Tu vois, c'est très très bien. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. C'est un jeu de coop à gameplay asymétrique. On joue un espion, un hacker. C'est très rigolo et je suis allé au platine. C'est dire comment ça m'a plu. Et en HS, si je puis dire, parce que ça c'est notre jargon maintenant, mais je continue toujours Secret Level. Tu sais que tu nous avais recommandé, donc tu avais fait une très bonne chronique dessus qui m'a donné envie de me lancer. Et là, j'en suis à l'épisode 10, je crois. Donc j'avance petit à petit, 1 ou 2 épisodes par semaine. Oui, t'es à mi-chemin là, t'es à la moitié du bousin, comme on dit. Et j'aime bien, je prends du plaisir. Et toi, ta semaine ? Alors moi, ma semaine, j'ai un peu moins joué à Demon's Souls parce que j'ai pas vraiment eu de temps cette semaine. Du coup, ce que je fais, c'est que je continue mon périple sur Kingdom Hearts et j'élève des dinosaures dans Jurassic World Evolution 2. C'est hyper chill et pendant mes pauses déj, je joue une petite heure à Jurassic World où là j'ai fait des pyroraptors ce matin et tout. C'est plutôt cool et ça change un petit peu un jeu posé, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de temps en temps parce qu'on a enchaîné quand même des gros titres. Toi, tu sors quand même d'Indiana Jones, tu joues à Demon's Souls, enfin voilà. Il y a du taf. Surtout que je joue en plus avec Xenoblade Chronicle avant de me coucher tous les soirs, c'est mon petit rituel. Je suis au chapitre 6, j'avance doucement mais sûrement. Donc c'est vrai que j'avais besoin d'un jeu vraiment plus détente et surtout avec ce jeu-là, tu peux faire des choses en même temps. Toi, tu peux écouter un podcast et tout, donc ça reste cool. Je travaille dans mon parc de dinosaures. J'ai pas eu l'occasion de regarder ni de séries télé ni de films cette semaine, donc tu vois, c'est vraiment, je me suis concentré à fond dans le gaming en tout cas. Eh ben écoute, très bien. Avant de commencer, de donner le sommaire, peux-tu nous dire comment on peut te faire plaisir ? Alors, s'il vous plaît, 5 étoiles sur les applications de podcast, vous savez. Mais c'est vrai que quand on quémande, ça marche bien. Parce que là, on est à presque 300 notes sur Spotify, donc c'est beaucoup pour du podcast. Après, c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'auditeurs que vous êtes, donc voilà, on vise les 500 sur Spotify et les 300 sur Apple Podcasts, s'il vous plaît, sur les autres applis aussi évidemment, et le formulaire du site pour nous contacter, réponse garantie, tout ça, on partage vos petits messages qui font toujours beaucoup de bien. Exactement, on a eu d'ailleurs des très beaux messages, on en parlerait en fin d'épisode. Peux-tu nous dire également le sommaire de cette émission de cette semaine ? Ah oui, j'allais oublier. On attaque, mais on vous avait parlé de quoi les gars ? C'est vrai qu'on était chaud là. Ouais. Mais en plus, sommaire qui a été... Pour la première fois de notre vie, on avait préparé la même news, chacun de notre côté. Donc c'était un peu compliqué pour se coordonner, mais on a trouvé un terrain d'entente. On va parler de PlayStation et d'Assassin's Creed. Donc PlayStation pour les projets annulés, malheureusement. Et Assassin's Creed, je crois que tu vas nous parler d'un DLC. Exactement, d'un DLC qui sort des hautes herbes tel un rat-attaque aux abords de Bourg-Palette. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir et on va parler d'un DLC du coup annoncé il y a peu. Eh ben écoute, go. C'est parti, un générique.
Ubisoft a récemment annoncé le développement d'un DLC pour Assassin's Creed Mirage. Donc ce DLC sera financé par l'Arabie Saoudite. Cette nouvelle extension est rendue possible grâce à un partenariat entre Ubisoft et le groupe Savvy Games, détenu par le fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite. Ce partenariat a été conclu lors d'une visite officielle du président français Emmanuel Macron en Arabie Saoudite en décembre 2024, où Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, le fameux tonton Yves, a rencontré les dirigeants de Savvy Games. Le financement obtenu permettra à Ubisoft de produire cette fameuse extension, et pourquoi pas d'autres, sachant que ce jeu est sorti en octobre 2023. C'est une annonce assez surprenante car Ubisoft avait initialement déclaré qu'aucun DLC n'était prévu pour Assassin's Creed Mirage, vu qu'au départ le jeu était un DLC d'Assassin's Creed Valhalla. C'est vrai. Cependant, ce partenariat pourrait marquer le début d'une collaboration à long terme entre ces deux entités, sachant que Ubi est quand même salement dans la sauce en ce moment, que Mirage a eu son petit succès, c'est même son dernier gros succès, parce que les jeux qui sont sortis dernièrement se sont tous croûtés. Je trouve que c'est quand même une belle opportunité pour la saga, qui semble quand même mal partie, au vu des premiers retours d'Assassin's Creed Shadow, qui est censé sortir lui pour le 20 mars. Est-ce que tu as entendu parler de cette je ne savais pas du tout, merci pour l'info. Je savais même pas que nos délégations officielles servaient à vendre du jeu vidéo, mais bon, c'est très bien. Et aussi, en effet, l'Arabie Saoudite a un gros avantage, c'est les pétrodollars. Ils ont beaucoup d'argent, ce qui peut faire l'affaire en effet d'Ubisoft, tu as raison. Et on sait que l'Arabie Saoudite, en plus, voulait se diversifier justement, avoir des investissements dans un petit peu tous les domaines, et pas seulement que dans le pétrole, justement. Donc... Écoute, c'est intéressant, je ne savais pas du tout. À voir si est-ce qu'on a déjà des idées du contenu du DLC, c'est un truc ambitieux, petit, on sait si ça va être sur l'histoire, enfin on a du détail ou pas du tout? Alors, ce qu'on sait juste, c'est que c'est un gros DLC scénarisé qui se passera donc entre Assassin's Creed Mirage et Assassin's Creed Valhalla, sachant qu'il y a à peu près 20 ans d'écart entre les deux jeux au niveau de la timeline. Je pense qu'il y a de quoi raconter. Donc, est-ce que ça augure peut-être une suite à ce jeu, comme ils avaient fait à l'époque pour Assassin's Creed 2 Brotherhood et Révélation, avec le personnage de Basim qui était cool par ailleurs. Donc c'est vrai que moi j'avais été très mitigé par le jeu, surtout au niveau de la partie infiltration, du gameplay d'infiltration que j'avais trouvé un peu flingué, mais ça a relativisé, parce qu'une fois que j'ai joué à Star Wars Outlaws, bon, c'était pas si mal en vrai. Finalement. C'était pas si mal en vrai. Mais voilà, donc oui, ça a l'air d'être quand même assez ambitieux en tout cas. Et surtout, c'est peut-être le début d'un long partenariat, quoi. Ouais, puis moi, en vrai, je trouve ça bien parce que ça permet de financer en effet d'autres projets. Ça sera une façon pour eux, je pense, de dégager du cash et soit de rembourser des projets qui n'ont pas marché comme tu l'évoquais, ou soit investir dans des nouveaux projets. Donc c'est plutôt cool. Donc à voir si en effet il y aura d'autres initiatives de ce genre. Est-ce que ça va annoncer aussi peut-être, je sais pas, du rachat d'actions ou plus d'investissement de la part de ce groupe au sein d'Ubisoft, si c'est qu'un début ou pas. Enfin voilà, c'est intéressant en tout cas de suivre ça, et moi perso, je te dis, je savais pas du tout. Tu m'as vraiment appris quelque chose. Surtout qu'en fait, Ubisoft et Tencent essayent de sortir l'entité Ubisoft des actions boursières, de la bourse. Est-ce que justement ça permettrait pas de rajouter une pièce à l'échiquier, de rendre son autonomie à Ubisoft et du coup à Yves Guillemot? Ouais, c'est possible. On va continuer sur du moins réjouissant. Enfin, je termine sur une note un peu réjouissante quand même, mais on va parler des projets avortés de PlayStation. Si c'est des jeux à service, c'est forcément réjouissant. C'est des jeux à service pour la plupart. Voilà, après, on fait péter le champagne, Celebration. Il y a du mode multijoueur aussi, ça c'est un peu dommage. Enfin, on va voir, mais en effet, c'est surtout du jeu à service. Donc, je vais en cascade dérouler ce qui a été annoncé officiellement comme annulé. Donc déjà The Last of Us Faction, donc ça il y avait plus trop de doutes. On savait que Naughty Dog, c'était plutôt au début d'année ça d'ailleurs que ça avait été annoncé, mais c'est Naughty Dog eux-mêmes qui ont stoppé leur projet de free-to-play basé sur leur licence très lucrative. C'était suite au compte rendu de Bungie, je crois, de mémoire. Voilà, c'est ça que j'ai noté. C'est Bungie les avait dissuadés parce que le modèle économique ne semblait pas viable sur le long terme, et donc ils ont pris cette décision. Et voilà, grand bien leur face, je pense en tout cas. C'est bien si ça reste une licence solo, bien qu'il y avait un mode multijoueur dans le premier qui était très apprécié, mais bon, de là en faire un jeu à service à part entière, c'est quand même un autre délire.
Ensuite, Concorde. Bon, est-ce que je dois parler de Concorde, Kira? Je pense que les pauvres, j'ai pas envie de Concorde. J'ai pas envie de remettre un clou parce que en plus, ça signifie quand même le licenciement de Firewalk Studio. Donc c'est réjouissant, mais en même temps pas trop parce que là, on parle quand même, tu vois, de licenciement. Et il y a eu d'autres fermetures de studios. Il y a eu un jeu God of War qui devait être aussi multi et avorté avant qu'on ait trop de détails, mais c'était les équipes de Bluepoint Game qui étaient dessus. Donc c'est des équipes tellement talentueuses, on en parlait sur Demon's Souls ou sur Shadow of the Colossus, que c'est bien de les voir faire autre chose que des jeux à service, je pense. À la limite, s'ils veulent faire du God of War, ils font des remakes des premiers God of War. Moi, je suis chaud patate quand je vois la qualité de Demon's Souls et surtout le fait que les God of War ont quand même bien vieilli, mais ça reste de très grands jeux. Je pense qu'avec une nouvelle perspective et surtout un nouveau point de vue, ça pourrait être très intéressant. Excellente idée. Je l'avais pas imaginé, Sakira, mais Bluepoint Games qui nous sort des remakes, des remasters carrément, ou même remakes, des premiers God of War, ouais, ça pourrait envoyer vraiment du lourd. Bien vu. Est-ce que ce serait pas le studio qui ferait les meilleurs remakes et remasters d'ailleurs avec le recul? Ouais, ils en font des excellents en tout cas, ouais, c'est clair. Le Shadow of Colossus, c'est pareil, il fallait quand même le faire, garder cette ambiance et cette patine sur un remake, franchement, enfin du moins un remaster là, à l'époque, c'était c'est fort quand même. Ouais, pour du remake sous-traité, en tout cas, ouais, je pense que c'est les meilleurs. Après, on a eu des exemples d'incroyables remakes faits en interne par, je pense à Capcom toujours et leur Resident Evil 4. Mais sinon, c'est vrai, pour une boîte qui sous-traite, ouais, Bluepoint sont incroyables. C'est des très bons faiseurs. Donc voilà. On n'est pas triste en tout cas pour ce jeu multijoueur, mais espérons en effet peut-être que s'il touchait, tu vois, une licence God of War, t'as peut-être raison, il travaille peut-être sur les débuts de la licence, ce serait très cool. Ensuite, il y a eu un jeu de Ben Studio. Tu te souviens de Ben Studio? De nom, ça me parle, mais je vois pas ce qu'ils ont fait à côté. Un jeu que t'aimes beaucoup, que t'as testé il y a pas longtemps. Ouais, voilà, Days Gone. Ah oui, c'est là que ça me revenait. Donc on sait pas trop ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, ils étaient sur un projet là aussi de jeu à service. C'est avorté. Par contre, là où c'était quand même plutôt rassurant, c'est qu'ils sont partis sur d'autres projets. J'ai pas eu vent. Alors attention, moi je suis pas dans les petits papiers, mais j'ai cherché, j'ai pas vu de licenciement en tout cas. Donc tant mieux s'ils partent sur d'autres projets et que les équipes ont été maintenues. Ensuite, là où je suis déçu, Kira, c'est Spider-Man 2. Il devait faire un mode multijoueur, jouable à 5. Ouais, je me souviens. Ouais, il y avait un trailer qui avait leaké, on pouvait jouer à 5 et tout. Mais Insomniac eux-mêmes ont dit, ouais, c'est trop, ça a l'air trop chaud et tout, trop ambitieux, trop compliqué, parce que c'est vrai que c'est un jeu très frénétique. Ils voulaient faire, tu sais, des sortes de petits portails à la Ratchet où ça te balance d'un monde à l'autre. Enfin, tu vois. Donc, complexe, ambitieux et coûteux. Surtout qu'on voit pour ce genre de jeu, il l'avait fait avec Marvel, tu sais, Marvel Avengers. On pouvait jouer à 4, mais au final le gameplay était trop similaire et c'était trop brouillon en fait dès qu'on jouait à plus de 2 personnes. Et je pense que pour un jeu comme tu dis, comme Spider-Man, où ça part dans tous les sens. On verra la conclusion, mais voilà, pour moi, t'as dit quelque chose d'important, j'y reviendrai. Il y a eu Twisted Metal Black, donc de Firesprite, le studio, donc annulé parce que licenciement et je crois même parce que fermeture de studio. Pareil pour London Studio, qui avait fait Laytoy, je crois que c'est eux qui avaient bossé sur, tu sais, la caméra et tout. Ils avaient des projets, et pareil, ça a été annulé parce que fermeture de studio. Donc là, on parle de Firesprite et London Studio qui ont fermé, donc leurs projets sont avortés aussi. Et enfin, il y avait Payback, c'était un spin-off de Destiny, donc une licence de Bungie, et donc même eux, ils ont lâché l'affaire pour se concentrer sur leur projet jeu à service, mais là après c'est leur cœur de métier à Bungie, le jeu à service, c'est le jeu Marathon qui a l'air vraiment très cool, donc je pense que tu vois, ils se concentrent là, PlayStation, sur Marathon qui arrive, et sur Helldivers qui a eu le vent en poupe et qui a très bien marché. Donc comment tu analyses toi ces annulations, reports, des annulations, fermetures malheureusement de certains studios. Voilà, comment tu analyses ça un petit peu avec le recul? Alors avec le recul, bon, il y a un projet qui m'embête un peu, moi c'est Twisted Metal, c'est vrai que c'est une vieille licence que j'aurais aimé voir revenir, sachant qu'ils ont fait une série télé de mémoire qui est sortie sur Max ou Paramount. Non, je l'ai pas vu, mais j'en ai eu des bons retours. Donc ce serait cool que tu la fasses. Au niveau de l'ambiance, ouais, faudrait que je l'ai mis dans ma liste, hein, donc je pense le regarder. J'ai un peu de mal avec Anthony Mackie, tu sais, l'acteur principal, celui qui fait le Faucon, enfin du moins le nouveau Captain America. Ah oui. J'ai un peu de mal avec cet acteur que je trouve un peu inexpressif, mais je vais la regarder, je pense, en tout cas, et pourquoi pas faire une chronique. Sinon, pour les autres projets, là par contre, où ça met en perspective, on va dire, le calendrier de sortie des jeux PlayStation depuis 4-5 ans en fait. Quand tu regardes PlayStation, il fut un temps où on avait 2-3 jeux exclusifs PlayStation en expérience
solo qui sortaient par an. Et là, depuis 1 ou 2 ans, c'est un peu la disette quand même. On a eu Astrobot l'année dernière. L'année d'avant, on a eu Spider-Man 2 qui est sorti, et c'est vrai qu'au final on a très peu d'exclusivité, comme s'ils avaient mis toutes leurs billes justement dans ces fameux jeux à service et que les équipes étaient occupées à autre chose au détriment de ce qui fait l'identité et l'ADN de Sony, c'est-à-dire le jeu first party AAA quoi. Et je me demande si du coup on va pas repartir sur une belle période de sortie en tout cas, mais ça va prendre du temps parce que si les développements sont parti à zéro, il y a un moment on va se retrouver forcément avec des creux. En tout cas, heureusement que Sony a des partenaires et qu'on a eu Stellar Blade par exemple, que vous avez eu Final Fantasy VII Rebirth qui est sorti en exclu, mais c'est pas des jeux internes au studio Sony en fait. Donc pour moi c'est un mal pour un bien parce que j'espère retrouver le Sony que j'aimais avant en tout cas, et pas le Sony qui a quand même commis Concorde récemment quoi. Le jeu à service est aujourd'hui très saturé, il y a beaucoup de free-to-play, il y en a qui le font très bien, il y a des jeux très installés, donc c'est vrai que ça traduit un changement de stratégie, mais un changement de stratégie qui est impulsé par le marché et par les joueurs, tu l'as dit, qui ont boudé certains titres et un peu tardif aussi. Et un peu tardif, mais parce que on revient toujours un peu au même débat, tu parlais des calendriers de sortie, c'est lié à une chose, c'est le coût des AAA, c'est le temps de développement qui s'est drastiquement rallongé, c'est les équipes qui sont beaucoup plus nombreuses et ça engendre des licenciements, donc c'est malheureusement un peu ça retraduit le mal de l'industrie aujourd'hui, c'est le AAA qui tire l'industrie vers le bas, et ce sont des décisions malheureusement pragmatiques et on sent une certaine rationalité derrière ces décisions. C'est comme ça que je l'analyse. Rationalité en termes d'ambition. Non, on se rend compte que Spider-Man 2 en multiplayer, c'est trop complexe, c'est trop ambitieux, c'est trop coûteux. The Last of Us, c'est une belle idée sur le papier en multijoueur, mais sur long terme, ça pourrait ne pas tenir. En fait, on sent une certaine rationalité, plus de fébrilité sur ces projets, et c'est vrai que ça traduit une certaine maturité aussi, parce que c'est des décisions qui sont quand même très difficiles, et on le voit d'ailleurs au changement de direction de PlayStation. Il y a eu encore un petit mouvement là qui est très frais, qui a 2 jours à peine, où ils ont nommé un seul PDG là où il y en avait 2, donc Herman Hulst a été rétrogradé, enfin remis sur sa mission d'avant, à savoir les studios first party, au profit d'un PDG japonais. Donc ils ont un staff vraiment full japonais avec Hiroki Totoki en tant que PDG de Sony, vraiment le groupe, et la branche PlayStation, Hideaki Nishino. Donc voilà, ça sent vraiment tout le pragmatisme japonais, toute la rationalité, et voilà, c'est vrai que c'est triste pour certaines équipes qui ont perdu leur job, pour des projets qui ont été avortés, mais je pense que PlayStation s'est jamais aussi bien porté en chiffre d'affaires, en bénéfices. L'ère PS5, c'est plus que toutes les autres ères confondues. Donc PS1, PS2, PS3, PS4, on additionne les 4, c'est moins que la PlayStation 5 aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Ils sont à 70 millions de consoles vendues. Donc voilà. Ils ont pris des choix pragmatiques et c'est un business, faut pas l'oublier. Alors je vais rebondir sur 2 choses que tu as dit qui sont très intéressantes. La première, le jeu AAA tire le marché vers le bas, ce que je trouve également. C'est vrai que la course à la technologie, à toujours faire plus beau, plus grand, est pour moi un frein à la créativité. On en avait déjà parlé plusieurs fois. Complètement. Moins de prise de risque. Voilà, moins de prise de risque. Tout à fait. Et du coup, on a cette impression déjà d'avoir toujours les mêmes jeux génériques ou les mêmes copies de jeux en tout cas, ce que je ne retrouve pas côté Microsoft. Pour le coup, on se retrouve avec des propositions très différentes. Mais également, c'est pourquoi toujours vouloir faire plus. Je veux dire, ils peuvent très facilement sortir des jeux AA. La niche AA, elle existe toujours, mais malheureusement, on en voit de moins en moins. C'est vrai qu'un jeu Sony doit être la vitrine de la console. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, ils peuvent très bien tester des nouvelles IP avec des jeux, on va dire, à moyen budget, avec des temps de développement plus réduits, ce qui permettrait d'alimenter le catalogue d'exclusivité. Et si ce jeu cartonne, pourquoi pas upgrader tout ça par la suite.
plutôt que de sortir des remasters des remasters de jeux récents en plus, coucou Horizon, entre deux grosses sorties AAA. C'est vrai que la cadence, il faut la tenir, et surtout si le AAA ne se vend pas comme Days Gone par exemple, c'est une sacrée douche froide parce que le jeu était quand même malgré tout très très bon. Ouais, Days Gone s'est vendu sur la durée, par contre il a eu un succès d'estime et il a fini par faire des bonnes ventes, mais t'as raison, sa fenêtre de sortie, et beaucoup de choses se jouent à la fenêtre de sortie. Par contre, quant aux jeux Xbox, c'était quand même un peu on les voit pas beaucoup, les jeux Xbox. Il y avait un jeu vraiment qui sortait du lot, c'était Hi-Fi Rush, qui a été tège en plus par Microsoft. Après ils ont eu Starfield, c'est le Skyrim dans l'espace, il y a eu Redfall qui était un bid, il y a Indiana Jones qui en effet sort un peu son épingle du jeu, mais en termes, tu vois, le catalogue de PlayStation est pauvre, tu as raison, le catalogue d'Xbox est famélique à côté, tu vois, et en termes de diversité, je sais pas, moi tu vois. Alors si, justement, en termes de diversité, Microsoft a sorti quand même 5 jeux l'année dernière, 5 propositions totalement différentes. Ces 5 jeux sont sortis Day One dans le Game Pass, ont aussi été vendus à côté. Et c'est vrai que là, si tu regardes cette année, il y a 4 ou 5 exclus également qui sont annoncés, donc, je dis exclus, parce que plus maintenant, mais qui sont des écuries Microsoft et qui sont encore des propositions différentes. Tu compares un Stalker 2, par exemple, à un Indiana Jones, à un Call of Duty, parce que maintenant c'est un jeu Microsoft, et je sais pas moi, le jeu qui est sorti avec la fille qui est folle là, qui est sortie cet été, tu sais la merde, je sais plus comment ça s'appelle. Non, la fille qui est folle là, ça me tu sais, celle qu'on entend des voix là, qui est super jolie et qui a une durée de vie d'à peu près 5 heures. Je me rappelle plus, ça me revient plus. C'est pas un jeu vidéo, ça, c'est une cinématique de 5 heures. Mais tu vois, ça reste des propositions totalement différentes. Quand ils ont sorti Hi-Fi Rush, donc c'est vrai, il y avait Hi-Fi Rush, mais à côté, ils ont sorti Pentiment, qui est pas un gros jeu, mais qui est une proposition encore totalement différente. Et pour l'instant, pour moi, PlayStation, en termes de créativité, est en panne. L'ère de la PlayStation 3, PlayStation 4 est quand même assez loin. Et là, ils ont besoin justement pas de 109, enfin si, de 109, du coup, ils ont renouvelé le PDG, mais 209 pour pouvoir justement proposer des nouvelles choses. Parce que regarde, on va voir Wolverine, et moi, j'ai peur quand même d'avoir un skin Spider-Man sans qu'il saute partout, ou un Uncharted like avec Wolverine en fait. Et ça c'est le risque, et donc c'est pour ça, certes on voit pas Microsoft parce qu'ils communiquent pas, et ça c'est un tort, mais en attendant c'est les seuls jeux différents que tu vas trouver qui peuvent plaire ou pas. C'est l'avantage, c'est que ça fait des jeux clivants à toutes les personnes qui pourraient éventuellement acheter. Pour moi, le seul mérite vraiment de Microsoft, ça avoir été de débourser de l'argent pour s'acheter des studios, en effet, où il y a une certaine créativité. Bethesda, notamment, Tango, encore une fois, c'est dommage, mais ZeniMax, en tout cas, t'enlèves ZeniMax, qui pour moi n'est pas... Enfin, ZeniMax, c'est une pièce rapportée. Microsoft, à part détruire certains de leurs projets, n'a pas apporté grand-chose à part le financer. Mais ZeniMax, aujourd'hui, c'est ça a été l'ère de la série X et S, a été porté par ZeniMax, vraiment, tu vois. Ça reste une autre méthode, c'est-à-dire eux, la créativité, c'est par les billets verts et par l'achat parce qu'ils ont ce qu'il faut. Mais c'est le problème comme tu dis, du AAA, c'est que les jeux sont tellement chers, ils sont tellement frileux que maintenant, ils vont pas recréer une nouvelle IP de zéro, ou s'ils le font, ils font un studio qui ait du talent, qui ait du savoir-faire. Et d'abord, les jeux se testent en solo, entre guillemets, avant d'être rachetés derrière et d'être intégrés à la maison mère de Sony. Oui, et puis ces remakes, remasters, c'est une façon aussi de faire perdurer ces œuvres AAA qui coûtent très cher et de les rentabiliser. Enfin, c'est un modèle économique qui trouve son public ou pas. C'est les ventes qui... mais voilà, c'est une offre en tout cas qui existe sur le marché et qui permettent, comme tu le dis, voilà, de rembourser ou en tout cas de rentrer dans les frais de ces AAA qui coûtent toujours plus cher. Et ça a été aussi pour moi un des problèmes d'Ubisoft. Les jeux coûtant tellement cher, les licences coûtant tellement cher, ça casse la créativité, ça empêche la prise de risque, et derrière on se retrouve avec des jeux qui sont génériques, qui ont du mal à sortir du lot et qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Si moi je suis autant hypé par Souls of Midnight, c'est pas que le jeu a l'air fantastique, c'est que moi la DA change. Vraiment, je vois autre chose qu'un énième jeu médiéval, qu'un énième truc de combat urbain ou quoi que ce soit, et surtout dans un univers, un folklore que je ne connais pas. C'est pour ça que j'apprécie autant les jeux coréens, c'est qu'ils se permettent de faire des choses avec leur imaginaire et leur identité, ou même les jeux d'Europe de l'Est. Il y a un jeu là qui va sortir par les anciens créateurs de The Witcher, enfin du moins ceux de Witcher 3, tu sais, avec des vampires. Oh putain, je perds mes mots aujourd'hui. Enfin, le fait que tout soit centralisé au Japon, avec un PDG japonais, en fait, est-ce que c'est pas une façon pour eux de réintégrer la culture japonaise au sein des licences de Sony? Parce que bon, faut pas se leurrer, Sony s'est
très très occidentalisés depuis quelques temps sur beaucoup de domaines dans leur jeu, car clairement ça se vend énormément dans les pays occidentaux. Mais est-ce que ramener cette certaine culture japonaise, cette influence japonaise, surtout ce regard japonais, n'est-il pas la meilleure idée qu'ils ont eue depuis quelques années? Donc ça, c'est une très bonne idée en tout cas, et ça c'est quelque chose que je salue et surtout que j'ai très apprécié quand je l'ai entendu, tu vois. Ah, carrément, c'est une bonne nouvelle. Ainsi se termine la partie news et petit débat sur PlayStation en fin de news. On va attaquer sur mon petit test. Alors vous allez voir, c'est un petit test. C'est The Thaumaturge, un jeu qui est sorti il y a très très peu. Piqué des hannetons. Voilà, un pas piqué des hannetons comme j'ai dit la semaine dernière. Et en parlant de jeux différents, justement, d'ambiances différentes et de cultures différentes, on est vraiment en plein dedans. Mais d'abord, petite musique comme d'habitude et je vous reprends juste après. The Thaumaturge est un RPG isométrique développé par Full Theory qui travaille actuellement d'ailleurs sur le remake de The Witcher. Le jeu se déroule en 1905 à Varsovie sous le contrôle de l'Empire russe. Dans ce jeu, tu incarnes Viktor Slutsky, un thaumaturge capable de percevoir et de contrôler, ah oui, mon accent a toujours été incroyable, de percevoir et de contrôler des êtres éthérés appelés les salutors, lors d'une enquête pleine de mystères occultes et de péripéties. Le jeu se distingue par son cadre historique riche et immersif. Varsovie est représentée avec une grande attention aux détails, reflétant les tensions politiques et sociales de l'époque. Les graphismes sont soignés et la bande-son est, je vais dire, envoûtante pour coller avec l'ambiance du jeu. Ça contribue vraiment à une atmosphère générale assez plaisante et surtout très différente de ce qu'on retrouve actuellement sur le marché. Le gameplay combine exploration, enquête et combat tactique au tour par tour. Il y a également des choix moraux qui jouent un rôle crucial et qui influencent le déroulement de l'histoire et les relations avec les personnages. De plus, les salutors ajoutent une dimension stratégique au combat permettant d'utiliser leurs capacités uniques pour surmonter les défis. Mais là où le jeu est vraiment intéressant, c'est les similitudes qu'ils partagent avec Disco Elysium, notamment leurs approches narratives et surtout la partie cadre politique qui est quand même plus complexe que les jeux habituels. Néanmoins, ils diffèrent sur plusieurs aspects clés. Disco Elysium est un RPG narratif, centré sur l'enquête et la psychologie du protagoniste, avec un système de compétences basé sur des traits de personnalité. Le jeu se déroule dans un monde fictif dystopique où le choix du joueur influence profondément l'histoire et les interactions avec les personnages, mais The Thaumaturge, lui, se déroule dans un cadre historique réel avec des éléments surnaturels. Le protagoniste Victor utilise ses pouvoirs de Thaumaturge pour interagir avec des salutors et influencer des événements, mais également des gens, tout simplement. Le système de compétences est divisé en 4 dimensions, donc il y a le cœur, l'esprit, l'acte et la parole, offrant donc plusieurs approches et plusieurs chemins pour la création de notre personnage. Ça fait très Lovecraft, ça, du coup, quand tu le décris, l'esprit, le cœur, machin, tout ça. Il y a un côté Lovecraft parce qu'il y a aussi une part de folie, en fait, qui peut intégrer le jeu à certains moments. Les interactions, donc le gameplay de l'enquête et l'exploration, donc sont très similaires à Disco Elysium, notamment dans la lecture de ces fameux dialogues avec un affichage comme celle des réseaux sociaux, tu sais, en format horizontal, vertical, qui apparaît sur la droite de l'écran. Okay. Sur l'écran, okay. Donc on incarne un thaumaturge capable de percevoir et de contrôler des êtres surnaturels. Les enquêtes sont au cœur du gameplay. Victor doit résoudre divers mystères et conflits dans cette époque tourmentée. Les enquêtes commencent souvent par des collectes d'indices, ce qu'il y a de plus classique, on explore les lieux, on interroge les témoins, on examine les objets pour rassembler des informations cruciales. Les joueurs doivent être attentifs aux détails et utiliser les compétences de Victor à bon escient pour découvrir les indices cachés. Les salutors à côté jouent un rôle clé dans les enquêtes. Chaque salutor possède des capacités uniques qui peuvent être utilisées pour obtenir des informations supplémentaires ou influencer des personnages. Par exemple, un salutor peut révéler des vérités cachées ou manipuler des émotions des témoins pour obtenir des aveux. Certains salutors également, quand on va trouver des indices sur le terrain, peuvent nous donner plus
plus d'indices encore. Par exemple, la personne qui tenait ce mouchoir, en fait, était aux abois et pleurait énormément, et après, tu vas avoir des explications complémentaires, ce qui va permettre d'orienter tes interrogations. En fait, c'est un vrai jeu, ouais, c'est ça que je découvre, parce que tu m'avais montré un peu le jeu vite fait quand j'étais chez toi, et ça a l'air d'être vraiment une grosse proportion d'enquête. C'est pour ça, tu vois, la proportion enquête-combat, ça m'intéresse de voir, tu vois. Ouais, on va dire c'est 80% d'enquête, il y a toujours des combats, on peut se battre contre des clodos, par exemple, mettre des bourpifs. Pourquoi des clodos? Bah, c'est parce que ça me fait toujours marrer, parce que c'est quand même beaucoup de clodos qu'on va croiser, mais tu peux mettre des bourpifs à des Polonais complètement bourrés, enfin ça a toujours son petit charme quand même, hein. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des petites animations derrière, on les entend pester un peu ivres. Bah, ils se réchauffaient à la vodka à l'époque, donc ils faisaient comme ils pouvaient. Donc les choix d'enjeu ont un impact significatif sur le déroulement de l'histoire. Les décisions que vous allez prendre peuvent mener à différentes conséquences et ça va influer directement la direction de l'intrigue et les résultats des enquêtes. Donc les dialogues bien sûr sont interactifs avec plusieurs options de réponse. Il faut choisir ses mots avec soin car chaque réponse peut affecter la perception du PNJ et ouvrir ou totalement fermer des possibilités d'enquête. Okay. Les saluteurs peuvent également intervenir dans les dialogues, donc c'est marrant, c'est qu'ils sont derrière toi, tu sais, comme Kira dans Death Note où il va avoir Ryuko derrière, là c'est pareil, tu vas avoir ton saluteur derrière, c'est exactement ça, et en fait on va avoir les options du saluteur, et là on peut le voir tourner autour du personnage donc avec qui on est en train de discuter, il arrive derrière lui, il lui balance un petit sort ou des choses comme ça. Et les autres le voient pas. Et les autres le voient pas, il y a que toi qui le vois. C'est vraiment trop cool. Et c'est ce qui va, ça donne déjà un super charme à la mise en scène. Et surtout, c'est à toi de choisir si tu vas l'utiliser ou non. Parce que quand tu vas l'utiliser, ça va affecter certaines stats de ton personnage qui peuvent le faire sombrer ou non dans la folie, par exemple. Comme je disais tout à l'heure, les choix moraux sont omniprésents. On peut décider d'aider un personnage pour renforcer une alliance. On peut aussi ça peut aussi entraîner des répercussions négatives ailleurs. On va devoir souvent peser, tu sais, les pour et les contre de chaque décision en tenant en compte les implications à long terme, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est différentes nuances de gris, on va dire. On peut acquérir des nouveaux saluteurs en progressant dans le jeu, en résolvant des quêtes spécifiques. Certains saluteurs sont disponibles qu'avec des quêtes secondaires, donc elles sont toutes intéressantes et scriptées, donc je vous conseille vraiment, je vous recommande de les faire. Chaque compétence peuvent être améliorées, donc en plus des compétences de notre personnage, on peut améliorer les compétences de chaque saluteur. Alors, je vais essayer d'en situer quelques-uns. On a UPR, je sais pas si ça se dit comme ça, donc c'est le premier saluteur de Victor. Ouais, c'est certainement pas. Qui peut aider à guérir et à infliger des dégâts, tandis que Bukavak sera une grosse brute sanguinaire. On dirait vraiment des Pokémon. Ouais, il y a un côté Pokémon parce que moi j'étais content de les collectionner, j'aurais aimé en avoir même un petit peu plus. Il y en a combien ? Une dizaine de saluteurs. Ah oui, ça fait pas beaucoup, tu vois. Je m'imaginais vraiment qu'il y en avait toute une tripotée. Ouais, non, il y en a une dizaine, mais pareil, si t'arrives pas à résoudre leurs enquêtes, tu peux ne pas les avoir du tout, en fait. Et donc, du coup, tu peux te couper des parts de ton arbre de compétences. Ouais, puis j'imagine si elles ont toutes des interactions, des dialogues, si elles discutent et tout, j'imagine que oui, ils pouvaient pas en faire 50, tu vois. Surtout que tes saluteurs peuvent venir te parler quand toi t'es en train de faire ton petit truc, donc ton perso il parle tout seul, c'est trop marrant, il est en train de leur parler, genre qu'est-ce que tu penses de ça et tout, comme un peu dans Sherlock Holmes où dans son palais mental il est en train de se parler à lui-même, là on va avoir un peu la même chose avec les saluteurs. Ces fameux saluteurs, donc comme je disais, peuvent être invoqués dans les combats, donc les combats se déroulent tour par tour, ça permet de planifier les actions comme tout jeu de combat tour par tour, en tout cas en tenant en compte des forces et des faiblesses de chaque adversaire via un système de cartes. Pour ce qui est des saluteurs, ils possèdent tous des capacités uniques et peuvent être utilisés pour attaquer les ennemis, protéger des alliés ou manipuler le champ de bataille. Par exemple, certains peuvent infliger des dégâts directs, tandis que d'autres peuvent affaiblir les ennemis ou renforcer nos défenses, ainsi que celles de nos alliés. Victor, lui, dispose de plusieurs compétences, qu'il peut utiliser en combat. Ces compétences sont divisées en 4 catégories, donc je l'ai dit tout à l'heure, le cœur, l'esprit, l'acte et la parole, et c'est vraiment là qu'on va le ressentir, parce que dans les combats, on peut s'arranger, si tu veux, pour squeezer certains combats juste en discutant avec les PNJ si on est suffisamment éloquent. Franchement, ça ferait un super jeu de rôle papier. Tu vois, quand tu me le dis là, moi, je m'imagine vraiment sur une table de jeu de rôle, tu vois, entre potes, avec toi, avec nos saluteurs, machin, ça peut être trop rigolo, quoi. Et surtout que l'univers est tellement dense, t'as bien écrit, j'ai l'impression. À lire, t'as énormément, c'est bien écrit, t'as énormément de possibilités différentes, et surtout l'univers, c'est-à-dire la période de Varsovie,
avec qui a la main mise des Russes en fait sur leur pays en tout cas. Ça te donne un charme et surtout ça permet, toi, si tu veux, en fonction de tes convictions politiques, de décider ce que tu vas faire. Si tu as envie d'aider le peuple à se révolter, tu peux. On te demandera pas si tu as fait le gros communiste ou inversement, on te demandera pas. Voilà, si, moi j'ai aidé le peuple à se révolter, je t'avoue. Mais tu peux foutre le bordel de cette manière-là, ce qui peut t'envoyer en prison, par exemple. Ou au contraire, tu peux, dès qu'il y en a un qui commence à moufter dans la foule alors que quelqu'un est en train de faire un discours, tu peux tout simplement le balancer ou attirer des gardes pour que le mec se fasse choquer. Choqué. Oui, choqué aussi, oui, il se fait choquer à coups de matraque. Donc, chaque catégorie offre des capacités différentes. Ça, on va dire, ça va des attaques physiques au corps à corps magique. Ça, on peut également faire des actions de soutien. Et on peut améliorer donc toutes ces compétences au fur et à mesure via les petites enquêtes qu'on va résoudre, mais surtout via tous les petits articles et les petites choses qu'on va pouvoir lire, qu'on va trouver en ville, en fait. C'est-à-dire, ça va améliorer notre perception de l'environnement, du contexte politique et de tout l'univers du jeu en fait, et via cette amélioration des connaissances en fait, c'est comme ça qu'on va débloquer des points d'intérêt, des points de compétences qu'on va pouvoir mettre au fur et à mesure dans notre personnage. Au niveau des attaques, comme j'ai dit, c'est un système de cartes, c'est tout simple, c'est des cartes au tour par tour avec des chevrons d'initiative qui indiquent l'ordre de passage pendant les combats. Chaque personnage, qu'il soit allié ou ennemi, a un certain nombre de chevrons qui déterminent quand il peut agir. Là, c'est pareil, les combats sont pas super compliqués, mais si on n'analyse pas suffisamment bien l'environnement ou même les cartes de ses ennemis, on peut se faire rouler dessus en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser le bon salutor au bon moment, les bons combats, si on se bat avec un flingue ou si on se bat avec une épée ou au contraire au corps à corps, et ça donne en fait, si tu veux, petit côté stratégique quand même, tu vois. Ouais, un côté stratégie parce que ça te donne l'occasion de planifier tes mouvements et d'essayer d'anticiper les mouvements adverses en fait. Oui, ils sont pas là que pour remplir, t'as quand même une réflexion derrière, t'as un game design qui fait qu'il faut prendre son temps, analyser, tirer parti des décors, j'imagine, ce genre de choses. Exactement, et c'est là que c'est intéressant, parce que même si c'est un jeu d'enquête narratif, et je voulais en venir ici, c'est que les combats n'ont pas été mis de côté pour autant en fait. Certes, le tour par tour, c'est du classique, c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois et qui est très bien fait, mais ils le font vraiment très bien, et surtout ils arrivent à le mixer avec l'ADN de leur jeu en fait. Donc c'est un petit détail qui reste quand même important, parce que les combats c'est à peu près 30% du jeu, ça n'empêche que ces 30% restent plaisants même après une quinzaine d'heures de jeu. Donc pour ce qui est des cartes compétences, ça va nécessiter souvent des ressources spécifiques pour être utilisées, comme des points de magie ou d'endurance. Il est possible de combiner des compétences entre Victor et les salutors pour créer des effets synergiques. Par exemple, une attaque de Victor peut affaiblir un ennemi, permettant à un salutor de finir le travail avec une attaque puissante. Alors au début c'est un peu nébuleux, mais quand on commence à avancer au fur et à mesure, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est relativement simple à prendre en main en tout cas. Chaque type d'ennemi a ses propres forces et faiblesses, et comme je le disais, le combat joue vraiment un rôle important. Certains terrains peuvent offrir des avantages ou des désavantages, comme des zones de couverture ou des obstacles. C'est du classique, mais c'est très très efficace. Pour finir sur les combats, les salutors jouent donc un rôle crucial et surtout un rôle central grâce à leurs capacités uniques qui peuvent être utilisées pour les ennemis, et en plus on a des petites cinématiques à chaque fois qu'ils utilisent donc leur fameuse technique, ce qui rend vraiment très très bien, car si on choisit la bonne combinaison pour chaque solution, on peut vraiment locher ses ennemis avec une certaine classe en tout cas. L'ambiance est vraiment le gros point fort. Varsovie du début du XXe siècle, avec ses rues animées, ses bâtiments historiques et ses habitants diversifiés et très agréables à parcourir. Les développeurs ont réussi à créer un monde vivant où chaque quartier a sa propre identité et son charme unique. Les graphismes en revanche sont assez moyens dû à son faible budget, mais loin d'être dégueulasse. C'est agréable à l'œil, ça s'intègre parfaitement à l'univers du jeu. La bande son est très bien accordée également aux lieux et aux situations, ce qui renforce l'immersion et qui contribue à l'atmosphère générale du jeu. Je vais passer sur les plus et les moins. Donc au niveau des plus, j'ai noté l'histoire surnaturelle et ésotérique, Victor, qui est un protagoniste qui est très 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 attachant, le système d'enquête et de choix, le système de combat également. J'ai mis la bande originale qui est très cool, je l'écoute aussi de temps en temps. Et le design en général, mention spéciale aux salutors de la mythologie slave qui reprennent vraiment cette imagerie d'époque. Comme tu sais, les démons en fait de la mythologie, tu vois Baba Yaga par exemple, ce démon qui a pas de bras, pas de jambes, qui marche un peu comme une araignée, tu vas retrouver ce style de salutor, donc ils sont à la fois beaux et horribles à la fois. Tu sais, voilà, il y a un côté très dérangeant.
Au niveau des moins, j'ai noté qu'il était techniquement faiblard. Il y a pas mal de lectures inutiles, mais vraiment beaucoup de lectures inutiles, faut aimer lire. Ça peut alourdir l'expérience. Ça peut alourdir l'expérience pour quelqu'un qui aime pas trop lire. Je pensais aux personnes dyslexiques par exemple, ça peut être très contraignant, mais après c'est vrai que si vous aimez ce style de jeu, vraiment vous allez vous éclater. C'est un poil facile, moi je recommande le 3e niveau de difficulté, et il y a également peu de replay value, parce que même si on a des choix qui influencent la fin du jeu et certains embranchements, ça reste des enquêtes en fait. Donc dès que tu les as faites et que tu comprends le système, t'as beau changer ta façon d'appréhender l'enquête, ça n'empêche qu'une fois que tu l'as fait, tu sais comment avancer, quoi. En conclusion, The Sommateur est un RPG passionnant qui se distingue par son cadre historique riche, son ambiance immersive et son système de combat stratégique, avec un accent sur les éléments surnaturels et les choix moraux. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et à résoudre les mystères de Varsovie, le protagoniste est très charismatique, et j'ai apprécié le fait de côtoyer des figures historiques comme Rasputin ou Nicolas II. Et surtout, elles sont loin d'être anecdotiques, hein. Elles sont pas juste là, tu vas les croiser. Il y a beaucoup de passages avec Rasputin, ce qui est très intéressant parce qu'ils en ont fait un personnage très ambigu, comme dans la vraie vie au final. L'immersion dans cette Varsovie est totale, grâce à une reconstitution minutieuse de la ville et de ses habitants, en explorant les rues animées de Varsovie, en interrogeant des témoins, en utilisant les capacités des saluteurs. J'ai ressenti une véritable satisfaction à chaque mystère résolu. Les choix moraux, les conséquences de mes décisions ont rendu l'expérience encore plus engageante, me poussant à réfléchir à chaque action et à ses répercussions. C'est un jeu qui mérite d'être découvert pour son mélange réussi d'histoire et de surnaturel, ainsi que de stratégie. C'est une aventure riche et immersive qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Donc il faut compter une quinzaine d'heures pour le finir. C'est pas super long, mais ça suffit pour ce genre de jeu. Et il coûte, de mémoire, il coûte 39,99€ pour une édition simple, et il y a une édition collector à 59€, où on a une réplique du petit livre qu'il utilise justement pour contrôler les saluteurs. Le Death Note. Donc voilà, ouais, le Death Note de Victor. Eh ben écoute, c'était hyper intéressant, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention, et encore une fois, on peut faire un petit lien finalement avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les gros AAA. Là, il y a de l'originalité, il y a de la prise de risque, on a un contexte qui change drastiquement de ce qu'on a l'habitude avec ce Varsovie un peu communiste, si j'ai bien compris, et les saluteurs. Non, franchement, ça donne très envie. C'est vrai que la partie technique, tu l'as mise en avant, et moi, quand je l'ai vu, c'est vrai que ça fait pas un effet waouh, mais quand même avec une belle DA, donc ça peut contrebalancer. Franchement, un studio qui produit de belles choses. Hein. Le jeu tourne sur Unreal Engine 5, donc il y a quelques fulgurances. En fait, c'est surtout quand on est en vue de dessus que c'est très joli, mais dès qu'on arrive sur les gros plans pour la mise en scène, quand les dialogues, les personnages parlent, là on arrive sur un côté Sims, en plus joli bien sûr, mais on arrive sur un côté Sims. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le traitement de Victor. Donc le personnage est charismatique, et sur son visage, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, on voit qu'il en a gros sur la patate, tu vois. Il a des cernes, il a le visage buriné, il est pas tout lisse en fait, et on a vraiment cette impression qu'il a vécu et qu'il vit au quotidien des choses assez dramatiques, et ça joue vraiment sur l'attachement du personnage. C'est bien foutu, hein. Belle idée en tout cas, franchement ils ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Il est sorti en fin d'année sur PlayStation, Xbox, il était déjà disponible sur PC au mois de mars, donc ils ont sorti des versions physiques, ce qui est plutôt cool. Et vraiment même plein tarif, si c'est votre cam, vous pouvez y aller. Écoute, bravo, qu'il y a en plus une chronique, je pense vous avez été très peu nombreux à faire, je suis même pas sûr qu'il y ait des tests du jeu, donc plutôt cool. Je crois pas qu'il y ait de tests non plus, j'ai pas fait gaffe, mais je pense que c'est ça aussi la Taverne du Gamer. Nous on sort des petits trucs des fois, des chantiers, des sentiers battus, c'est ça qu'on dit. On essaye de parler de ce qui nous plaît. Bon, des fois ça arrive, on teste des jeux, c'est pas terrible, ou des films qu'on voit qui sont pas ouf, et on en parle aussi, parce que ça mérite d'en parler, mais on n'a pas envie de bâcher un jeu ou un film ou une BD pour bâcher le jeu, le film ou quoi que ce soit. Souvent même on fait des jeux qu'on ne va pas tester parce que le jeu entre guillemets n'est pas spécialement intéressant à écouter, et surtout ça mérite pas vraiment qu'on s'y attarde en fait, hein. On pas avec la prétention que voilà on est meilleur ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que ça nous tient pas à cœur. Donc on préfère parler vraiment des choses qui nous plaît de façon feel good, et d'ailleurs on voit dans vos retours c'est ce qui ressort souvent. Donc après, si vous voulez me voir m'énerver sur un truc, je vous conseille d'aller écouter la chronique sur Cimetière 2 qui est sortie il y a un peu plus d'1 an, et là vous allez m'entendre pester sur un film pourri que j'attendais. Donc c'est à ton tour, le sujet hors sujet. Donc je me souviens plus c'était quoi, Œuvre Cross Media, on avait non, pas du tout. Si on refait une réédite, d'ailleurs je crois que je l'ai même pas dit dans le sommaire, le HS. Oui, tu l'as pas dit. Ouais, bien vu. Mais si on refait la réédite de la semaine dernière, des robots japonais, c'est bon, tu l'as cette fois-ci. Oui, Gundam. Voilà, Gundam. Mais c'est vrai que dans le sommaire, je l'ai pas dit. Bon, bref, je ferai peut-être un petit raccord, on verra. Donc oui, c'est
surtout l'occasion de parler de 2 mangas, donc Gundam The Origin et Gundam Unicorn, parce qu'ils viennent de sortir, édités par Vega. Donc c'est un manga. C'est des petits bouquins avec des feuilles de papier. Tout à fait, il y a des bulles et des cases et des images, voilà. Et du texte aussi quand même. Et du texte. Ils en ont pas tous. Hein. Gantz par exemple, on a pas. Non, Gantz ou Gon d'ailleurs, où il n'y a pas du tout de texte, qui est un très bon exemple. Donc le manga The Origin, c'est scénarisé par Yoshiyuki Tomino, donc l'inventeur, si je puis dire, de Gundam. Mais avant de parler des 2 mangas, petite rétrospective Gundam et aussi un petit peu de musique. Donc voilà, petite interlude et on se retrouve juste après. Je suis prêt. Donc déjà, Kira, qu'est-ce que tu connais de Gundam, toi ? Eh bah pas grand-chose. Comme tu le sais, je ne suis pas un aficionados des combats de mecha japonais. Tu n'es pas gros robot. Voilà. Pour te dire, j'ai vu un jeu que tu as testé dernièrement. Armored Core Armored Core à 15 balles en solde à Leclerc en édition Day One, et même ça je l'ai pas pris, tu vois. C'est dire à quel point je ne suis pas robot japonais. Je sais juste que les dessins sont jolis, que c'est des gros robots qui se battent. Je sais qu'il y a tout un côté idéologique en fait qui est super intéressant, avec un côté oppression du peuple, je crois, de mémoire. Après ça dépend des versions de Gundam, mais voilà, j'en connais pas plus. Eh ben écoute, petite rétrospective très rapide, hein, c'est vraiment une entrée en matière. Donc Gundam, déjà c'est un peu le bazar, c'est un peu comme Marvel, il y a de moult timeline, il y a moult univers. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais l'idée originale, c'est Yoshiyuki Tomino, comme je disais, et Hajime Yatate, donc c'est pas une personne. Hajime Yatate, c'est plutôt... C'est une IA ? Non, c'est le regroupement d'un studio, de créatifs d'un studio, et c'est le studio Sunrise que tu connais bien. Enfin, je crois que tu connais, qui a fait plein de choses, dont Code Geass que tu adores. Exactement. Là, pour le coup, il y a des robots géants, mais je suis fan de cette série et je compte en parler un de ces 4 C'est une œuvre de mecha et j'en parlerai. Et donc ça, c'est le studio Sunrise. Donc c'est initié en 1979, Gundam, par un animé d'abord, et sur 38, enfin je crois qu'ils avaient sorti 39 épisodes et ça marchait pas. Au Japon, ça marchait pas des masses, donc ils ont revu un peu leur copie et ils ont sorti 3 films d'animation qui reprenaient les épisodes, et ils ont accompagné les sorties de ces 3 films par des gunpla. Pareil, le terme gunpla, ça te parle, Kira, ou pas du tout ? Pas du tout. Et c'est les petites maquettes de robots. Les petites maquettes de Gundam qui sont très très populaires au Japon, et c'est ce que t'as chez toi. Ce que j'ai chez moi, j'aime bien en faire le dimanche, voilà, tranquille. Et ça a été un des leviers qui ont popularisé la saga de Gundam, en tout cas la franchise. C'est la combinaison de ces 3 films qui ont bien marché au box-office et les sorties des figurines éditées par Bandai. On sait que ils ont le flair. Et là, c'est parti. Gundam s'est envolé. Il y a eu une excellente série d'ailleurs après Zeta Gundam, et après c'est devenu une institution au Japon. Et pour faire un parallèle en termes de hype, en termes d'influence, c'est un petit peu le Star Wars japonais. Donc Star Wars, nous en Occident, ça a eu la première trilogie, la seconde ont eu beaucoup d'influence dans la pop culture. Gundam, c'est pareil pour le Japon. Mais est-ce que c'est mieux traité que les derniers Star Wars ? Après, Gundam, c'est finalement comme Star Wars. T'as des très bons comics, Star Wars, t'as des trucs très bien, t'as des trucs très mauvais, parce que ça s'arrête pas au film. Gundam, ça... C'est pas suivi par son auteur tout le temps ? Gundam, non, ça a été repris par plein d'auteurs. Et Gundam... donc c'est une vraie licence. Ouais, exactement. Il y a pléthore de contenu attrait à Gundam, et il y a des trucs très cool, il y a des trucs moins cool. Il y a un petit peu de tout. Mais en tout cas, c'est surtout la naissance d'un genre de mecha, c'est le real mecha, donc le mecha qui est réaliste, en comparaison avec les premières séries de gros robots qu'on avait un peu avant du coup Gundam, qui sont Mazinger Z, Goldorak, qui sont plus des gros robots mais un peu typés extraterrestres, aliens, moins réalistes. Gundam a vraiment instauré, tu vois, cette partie réaliste au Gundam. D'accord, un petit côté Pacific Rim. Un petit côté, ouais, exactement. On est dans le réel mecha avec Pacific Rim comme les Gundam. Et tu l'as dit aussi, dans cette œuvre de Gundam, il y a tout un attrait géopolitique en plus des combats de robots, parce qu'il y a une histoire de colonie. Et ça, je vais le détailler plutôt avec The Origins d'ailleurs. Et pour donner d'autres sagas de mecha, on a cité Code Geass, mais il y a aussi
Evangelion, bien sûr, monument de la série Gundam. Gurren Lagann, que j'adore, que je ferai aussi certainement. Quand tu feras Code Geass, je ferai Gurren Lagann un peu avant ou après. Il y a eu Macross, Escaflowne aussi, que tu as dû connaître, Kira, je pense, Escaflowne. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Qui passait sur Canal. Donc voilà, tout ça, c'est des séries héritées de Gundam. Et, j'aime quand même des trucs de méca. Après, moi, j'aime des trucs de méca, mais quand c'est pas le méca pour le méca, tu vois, j'aime bien, c'est souvent le côté autour. C'est ce que j'aime bien dans Code Geass, c'est pour ça que j'adore, c'est que j'aime beaucoup les personnages. Le louche ressemble beaucoup à Kira dans sa façon de s'exprimer et de parler aux autres. Et il y a tout un côté aussi politique, tu vois, avec les différents empires de Britannia. Et c'est ce que j'aime justement dans ce genre d'œuvre-là, en fait. Mais le méca, pour du méca, la Goldorak par exemple, c'est mon match. Je comprends tout à fait. Et c'est un des... du coup, le manga Gundam The Origin, donc ça c'est sorti en décembre ou novembre, je crois, chez Vega, l'éditeur. Et donc ça reprend vraiment la genèse. Les origines. Ouais, d'où le titre The Origins. Donc bravo pour cette déduction. Mais c'est vraiment fin limite, le tout début, l'arc, le cycle qui s'appelle le siècle universel, donc le cycle le plus courant de Gundam. Donc c'est vraiment l'œuvre fondatrice, qui est un manga qui est sorti en 2001, donc réédité chez nous il y a peu de temps, mais qui est sur la base de la série de 1979. Donc ça reprend vraiment la série animée. Comme je vous dis, c'est vraiment les fondamentaux. Et ça va te plaire, Kira, en termes d'histoire, parce que on est dans un monde futuriste où l'homme a créé des colonies qui sont autour de la Terre, donc des colonies spatiales. Ces colonies restent sous le giron de la Terre, sauf que petit à petit, il va y avoir un élan un peu indépendantiste qui va se créer, parce que les colonies vont se considérer à la solde de la Terre, un peu oppression comme tu disais, et en fait c'est la colonie la plus éloignée de la Terre, qui s'appelle Zéon, qui va commencer à devenir une colonie terroriste. Alors, ça fait penser aussi un peu à Planète, tu sais, la série Planète, il y a un peu de ça, tu vois. Et dit comme ça me fait beaucoup penser à la série télé tirée d'une adaptation de livre The Expanse, justement, où tu suis plusieurs planètes maintenant, donc il y a la Fédération de Mars, il y a les colonies de Jupiter et tout, et chaque colonie a sa propre histoire maintenant, tellement elles sont vieilles, et commence à se retourner entre guillemets contre la Terre qui vit dans l'opulence et qui gère un petit peu tout ça de loin, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, tu vois, avec Zéon qui joue le côté très antagoniste de la série, et donc ils font une attaque terroriste à proprement parler sur une des colonies. C'est un vrai carnage, les militaires sont décimés, c'était une attaque surprise. Et donc il y a un jeune civil, donc qui s'appelle Amuro, un jeune homme qui par des concours de circonstances, plutôt bien ficelé quand même, hein, c'est pas trop tiré par les cheveux, mais il découvre un prototype, un Gundam, un prototype de robot géant qui va s'appeler du coup Gundam, le nom de la série, le MS-02, et qui est le Gundam original. Donc vous l'avez certainement vu, un robot blanc avec un gros bouclier rouge avec du bleu, exactement. Et c'est ça que j'adore vraiment dans cette série, c'est que par la force des choses, ce jeune héros qui va se retrouver pilote, il y a un jeune équipage militaire qui doit prendre la succession des militaires plus vétérans décimés, et en fait on va se retrouver avec une équipe un peu de second couteau, donc ce qui est plutôt cool, et qui doivent un petit peu mater cette rébellion, ou en tout cas faire en sorte que Zéon aille pas au bout de ces attaques terroristes. Et le fait qu'on ait une équipe très jeune comme ça fait un vrai vent de fraîcheur, tu vois, qu'ils ont un regard différent sur la guerre, ils découvrent ce qu'est la guerre, on suit pas des vétérans, et ça rend vraiment cet équipage ultra attachant, c'est des civils qui deviennent militaires et tout, dans ce contexte géopolitique où ils auront même de la résistance de la Fédération, qui veut pas que trop troubler quand même les rapports avec Zéon malgré ce qu'ils ont fait, et eux ils se retrouvent au milieu de tout ça, et en effet tu te retrouves dans un space opéra qui est... franchement Kira, c'est trop cool. Donc moi en tout cas c'est un véritable coup de cœur pour moi, The Origin, hein, je pense que ça se sent, et mon amour en tout cas de Gundam provient de cette série originelle et donc de ce manga. Donc les thèmes comme ça te parlait, non? C'est ce que c'est vraiment... Oui, ça, moi c'est ce qui me parle justement, ce genre de thématique. Je sais pas, je me demande si j'avais pas commencé Gundam Seed à une époque, hein, ça remonte à loin donc je m'en souviens plus trop, mais je me demande si j'avais pas commencé, c'est de là que j'ai des souvenirs de Gundam. C'est sympa Gundam Seed. Après moi je conseille, sur manga, The Origin c'est un très bon point d'entrée, c'est même le meilleur. Gundam Wing que j'aime beaucoup, que tu m'avais offert en DVD, que je suis fan aussi. C'est la toute première série. Ouais, c'est des très bons points d'entrée tout ça. Et donc il y a
en deuxième édition, ils ont sorti Unicorn, donc qui est une autre série en 12 tomes, 9 tomes celle-ci, pardon, en perfect édition, donc c'est des doubles tomes, ça j'y reviendrai. Et là en fait ça se passe bien après, ça fait comme un début The Origin et une conclusion Unicorn, où la paix est installée entre les colonies, on a un univers qui est prospère, qui est plus opulent, qui est plus ouais voilà, c'est vraiment, le manga commence, c'est la fiesta, tu vois, tout le monde est content, voilà, c'est trop cool. Et il fête même le début d'un nouveau siècle, le siècle universel justement, avec l'année 0001. Donc il commence vraiment, la symbolique, c'est de commencer un nouveau calendrier, tu vois. Sauf que au moment où ils allaient prononcer la charte du siècle universel, donc la charte qui détermine, qui sanctuarise la paix, il y a là aussi une attaque terroriste contre la station La Place, parce qu'il y a encore une fois des indépendantistes qui veulent faire en sorte que cette paix n'arrive pas. Et donc ça, c'est Unicorn. C'est un récit qui est plus moderne, plus dense, avec plus d'intrigues politiques, parce que The Origin, ce qui est bien, c'est que c'est quand même très fluide, tu vois, c'est manichéen, donc voilà, il y a les méchants, il y a les gentils, c'est assez clair, c'est un propos qui est vraiment facile à lire. Unicorn, c'est un poil plus complexe, mais ça a vraiment son intérêt, avec même un coup de crayon un peu plus moderne. The Origins, on est plus sur un trait à la Tezuka ou à la Senseiya, je trouve, un peu plus rond et tout, moins moderne. Unicorn, on est vraiment sur quelque chose de très très moderne, mais l'intérêt, c'est la complémentarité entre les deux. Si vous aimez beaucoup The Origins et que vous allez au bout, il y aura 12 tomes, il faut enchaîner sur Unicorn, c'est très très bien. Tu vois, les deux se répondent beaucoup, ces deux séries, et il y a même dans Unicorn, il y a même des personnages de la première série qui ont vieilli, qu'on retrouve, comme la comète rouge, pour ceux qui connaissent, et ça c'est très très cool. Ça, c'est ce que j'aime quand t'as des séries qui durent assez longtemps comme ça, c'est de revoir des anciens personnages qui ont évolué et qui ont vieilli en fait. Et surtout dans le manga où ils peuvent se permettre de faire de changer certains designs en fait. Par exemple, tu récupères ton personnage que t'avais connu quand il était jeune, mais il est devenu borgne, il a un cache sur l'œil, tu vois, il a les cheveux plus longs. Et tu sens que le personnage a vécu des choses et qu'il n'est pas resté figé dans l'ambre pendant autant d'années et qu'on n'écorche pas les idoles d'antan en fait. Là, on se retrouve vraiment sur une vraie continuité et ça, c'est ce que j'apprécie. C'est là où la proposition de l'éditeur est intéressante, c'est qu'ils ont misé sur The Origin, qui a une édition qui est très très belle, qui est même luxueuse, c'est un produit de luxe, avec une couverture rigide, avec des couleurs pastel, il y a des pages en couleur, il y en a beaucoup, il y a du papier très épais, c'est vraiment une édition très haut de gamme, et le prix est très haut de gamme, c'est 29 € le volume, hein, donc c'est une double édition quand même en manga, donc il y a un peu plus de 400 pages, mais voilà, c'est vraiment un très bel outil, un très bel objet de collection, c'est l'édition ultime, et c'est un produit cher, mais ils sont sûrs de leur coup parce que c'est une série qui est exceptionnellement bonne, c'est vraiment un chef-d'œuvre cette œuvre, donc c'est ce qui leur permet d'avoir un prix un peu plus gros. Un défaut que je trouve à l'édition, c'est le papier, c'est du papier glacé. Tu vois, donc c'est joli, c'est luxueux, c'est cool, tu vois, ça brille et tout, mais ça brille, donc ça reflète un peu les lumières, et ça c'est un peu galère quand tu lis dans le train comme moi ou Oui, c'est vrai que le papier glacé c'est très quali, moi j'aime beaucoup aussi, mais quand il y a beaucoup de lumière à un endroit ou que t'es à côté d'une fenêtre, tu vois rien en fait, tu vois ça c'est bien quand t'es chez toi, chill dans ton canapé. Ouais, encore, tu vois, moi, avec la table de chevet, avec la lampe de chevet, parfois ça reflète, un peu galère, tu vois, c'est le seul défaut que je trouve à l'édition, sinon elle est magnifique. Et Unicorn, donc là c'est plutôt un produit à contrario entrée de gamme, où on a un double volume aussi, donc il y a 400 pages, mais on est à 15 € avec du papier plus fin, une couverture souple, enfin là c'est plus standard, mais c'est normal, je comprends le choix d'avoir misé sur The Origins pour faire quelque chose de très luxueux, très beau, parce que ultra quali, parce que culte, parce que chef-d'œuvre et parce que c'est la porte d'entrée, et Unicorn qui s'inscrit plus dans une continuité pour moi, voilà, c'est pas tout à fait le même public non plus, je trouve. Donc en conclusion, c'est un sujet très dense, donc c'est une petite mise en bouche de Gundam. J'en reparlerai très certainement en faisant Gundam Wings dans l'année, la série. Mais en tout cas, Vega, donc l'éditeur, a fait du très bon boulot. C'est 2 belles éditions, surtout sur une saga incontournable, iconique, et The Origins incroyablement qualitatif. Je suis un énorme coup de cœur. Donc intrigue politique, combats spatiaux, des héros valeureux, de l'amitié, de l'amour, il y a de tout. Tous les thèmes sont vraiment abordés avec finesse. Et comme je disais, les 2 ouvrages se répondent bien, ils se complètent avec c'est très satisfaisant, comme tu disais, de retrouver des références à l'une et l'autre, enfin surtout à The Origin dans Unicorn. Donc reste
un prix prohibitif. Sur The Origins, il faut, voilà, c'est 29 €, il y aura 12 tomes, donc ça pique, mais... Ah, quand même. Ouais, mais après, c'est pareil, je pense que quand tu lis du Gundam, souvent, c'est que t'es un fan de cet univers, et on sait que ça reste un univers qui est hyper chiadé, hyper passionnant et tout, et quand on est fan, c'est vrai que souvent, on compte pas forcément, surtout quand l'édition est belle, tu vois. Vraiment, c'est l'édition ultime de l'œuvre ultime de Gundam. C'est pour ça, encore une fois, qu'ils ont osé, si je puis dire, ce prix, et moi je vais acheter. Donc tu vois, voilà, t'as raison, c'est un produit coup de cœur, et l'édition est très jolie. Et si vraiment vous aimez, en plus, comme on l'a un petit peu dit, il y a multitude d'œuvres, vous pouvez acheter des maquettes, regarder des films d'animation, des animés, des mangas. Enfin voilà, Gundam, c'est très riche, et je recommande, évidemment, étant un grand fan. Du coup, ainsi se termine ta petite chronique sur Gundam, Origin et Unicorn, c'est ça? C'est bien. Tout Unicorn, à fait. le deuxième. Trop bien, très bien dit. Parfait. Impeccable. Écoute, je te laisse le mot de la fin, un petit peu de teasing pour l'épisode de la semaine prochaine. Donc, épisode un peu spécial car Sid a la chance de partir au ski la semaine prochaine et du coup, on enregistre 2 épisodes à la suite. Donc, certes, il y aura des news, mais du coup, on risque d'avoir une petite semaine de retard. Voilà. Exactement. S'il se passe un cataclysme la semaine prochaine, sachez qu'on va pas le traiter la semaine suivante parce que voilà, moi j'aurai la tête dans... Sid va manger de la fondue. Voilà, j'allais dire la tête dans la poudreuse, mais après j'avais peur que ce soit mal interprété. Ça peut être mal interprété, surtout que t'es souvent en avion et que tu fais du trafic d'organes, ça peut être mal interprété. Non, c'est vraiment parce que j'ai jamais skié, ça va être la première fois de ma vie, donc très certainement que j'aurai la tête dans la neige plus que sur mes skis. Mais on a quand même, voilà, on va parler de Xbox là, dans la prochaine émission et de Xenoblade Chronicles. Et toi, en HS, ce sera quoi du coup? Et moi, ce sera un Disney, ça sera Atlantide, l'Empire perdu, un Disney que j'aime beaucoup, qui est malheureusement sous-évalué. J'avais envie de vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas, et si vous le connaissez, que vous le regardiez une nouvelle fois. En tout cas. Et pour les big ups, ce sera la semaine prochaine, du coup, que vous retrouverez les big ups. Je les ai gardés pour l'émission d'après. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire, Kira? Lisez des livres, Gundam The Origin, faites des jeux vidéo comme The Thaumaturge, c'est ça? The Thaumaturge, c'est ça. On l'a très bien dit. Jeu original, et tu l'as très très bien vendu, ça dépend, Kira. Quand tu le mets en langage polonais, ils appellent ça vraiment des Thaumaturge. Toi, Thaumaturge. Ça marche aussi, hein, ça marche aussi, c'est plus difficile de garder son sérieux. Après, tu peux dire les thaumaturges. Les thaumaturges aussi, en version... Thaumaturges. Dans la langue de Francis Lalanne. Voilà. J'aurais pas cité. Écoutez de la musique, Francis Lalanne. Merci, tu m'as fait raccrocher les wagons. Écoutez pas Francis Lalanne. Enfin, vous écoutez si vous voulez, mais moi perso, je le ferai pas. Et surtout, faites ce que vous voulez. Hein. On n'a qu'une vie. L'important, c'est de se faire plaisir. Et on se dit, Kira, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.